Bonjour à tous. En effet, je vous parle donc de l'Ukraine. Je vous parle de Lviv, donc la grande ville dans l'ouest du pays, où j'ai réemménagé il y a maintenant une semaine, donc après 2 ans à Bruxelles, qui ont été très riches, qui ont été vraiment très, très agréables. Mais voilà, étant donné que j'avais passé 10 ans en Ukraine auparavant, et ben en fait, c'était très, très dur de ne pas être ici en Ukraine avec tout ce qui se passe et évidemment avec une dimension aussi très personnelle et très émotionnelle dans ce choix. Donc, moi, j'ai prévu de revenir à Bruxelles en novembre pour donner ce cours et j'espère vraiment m'y tenir. Il y a une possibilité, il y a un risque que une partie de ce cours soit, comment dire, se fasse à distance. Donc, ça, ça fait partie comment dire, des défis auxquels je vais devoir faire face dans les prochaines semaines. Et évidemment, on peut se tenir au courant pour les considérations techniques. Mais donc voilà, pour entrer dans le sujet, donc moi, ce que j'ai envie de... enfin, ce sur quoi j'ai envie de travailler avec vous cette, ce semestre, c'est donc sur ces conflits gelés euh, qui sont des plaies ouvertes de l'agonie de l'Empire soviétique. Pourquoi travailler sur ces conflits gelés? Eh bien, l'an dernier, j'ai travaillé avec vous sur une présentation de l'Ukraine, donc une présentation historique, une présentation politique, une présentation aussi oligarchique et religieuse. Et en fait, ce que je me dis là, c'est que la question des conflits gelés est centrale et va être centrale dans les prochaines évolutions du conflit en Ukraine. Donc, évidemment, par là, j'entends les conflits qui ont été gelés en, en Ukraine même, c'est-à-dire donc la Crimée et le Donbass, mais aussi par effet excusez-moi, je ferme ma boîte mail qui fait du bruit. Par effet de projection, eh bien, les conflits gelés qui affectent la Moldavie et la Géorgie vont aussi être au centre des prochains développements de ce conflit qui déborde déjà, donc pas d'une manière militaire, mais en tout cas d'une manière politique et d'une manière économique, qui déborde déjà sur ses voisins. Donc, moi, ce que je propose, c'est un cours qui s'organiserait en fait en 4 sessions. Il y aurait une première session pour parler de ce concept de conflit gelé et voir un peu toutes les évolutions qu'il y a eu ces 30 dernières années dans le cadre de l'implosion de l'URSS, qui a été majoritairement pacifique, mais qui s'est donc accompagné de quelques conflits qui ont été plus ou moins instrumentalisés par les uns et par les autres. Ce premier cours donnera aussi l'occasion d'aborder la question du Haut-Karabakh, donc cette région qui est disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui, elle, n'est pas un conflit gelé et qui ne rentre pas vraiment dans la catégorie donc des conflits gelés instrumentalisés notamment par la Russie, mais qui est un objet d'étude tout à fait particulier. Donc voilà, ça serait le premier cours, en fait, de poser le cadre, d'avoir une espèce de retour historique sur la situation en général, et puis aussi de parler un peu du Karabakh. Le deuxième cours, on ferait un point sur la Crimée, qui, encore une fois, va être centrale, est déjà centrale, mais va être centrale dans les prochains développements de la guerre en Ukraine, que ça aille dans un sens ou dans un autre, hein, que les Ukrainiens arrivent militairement à reprendre le contrôle de la péninsule,
ou que les Russes les tiennent à distance. De toutes les manières, la péninsule de Crimée est comment dire, va être une clé de toute négociation de paix à un moment donné, que ce soit dans quelques mois ou dans un an ou dans encore plus longtemps. Et donc, ce deuxième cours sur la Crimée, eh bien, nous permettra vraiment de plonger dans l'histoire de la Crimée, dans la géographie, comment dire, les caractéristiques physiques, les caractéristiques économiques et culturelles, évidemment, de la Crimée, et de comprendre de quoi on parle. Parce qu'évidemment, on a toujours cette idée un peu romantique de Pouchkine et de Tchekhov et de la conférence de Yalta. Mais voilà, il y a quand même beaucoup plus de choses à dire et beaucoup plus de détails qui peuvent nous aider à comprendre eh bien, la position très particulière de la péninsule et comment dire, les raisons qui en font aujourd'hui donc cette pomme de discorde entre l'Ukraine et la Russie, évidemment, mais aussi entre la Russie et la Turquie. Voilà, ce sont des questions qui ne sont pas prêtes de perdre de leur pertinence. Le troisième cours sera sur le Donbass. Le Donbass, donc, qui est au cœur de la guerre depuis 2014, pas depuis 2022, mais depuis 2014, et comment dire, de s'intéresser justement à cette région industrielle qui a été autrefois le cœur de l'Empire soviétique, mais qui, depuis une trentaine d'années, subit un déclin structurel dramatique qui a plongé toute la région dans un état de précarisation comment dire, et de déclin traumatisant qui explique en partie le début de la guerre en 2014 et toutes les problématiques que l'Ukraine a eu à traiter depuis. Ça, ce serait le troisième. Et le quatrième cours, eh bien là, on répartirait donc comment dire, on répartirait cette quatrième session entre la Géorgie et la Moldavie, et donc entre les conflits gelés de Transnistrie, donc en Moldavie, et de Abkhazie et Ossétie du Sud en Géorgie. Comprendre les fondements de ces conflits gelés, comprendre leurs évolutions dans les dernières années et comprendre surtout où est-ce que tout cela peut nous mener. Puisque, donc là, je reviens à ce que je disais au début, les relations de la Russie avec son étranger proche, selon l'expression consacrée, sont tellement dégradées qu'on a du mal à imaginer que, par exemple, la Moldavie se satisfasse du statu quo. Le statu quo donc, qui a duré depuis une guerre en 92, mais maintenant, Chisinau est bien décidé à modifier le statut de la Transnistrie d'une manière ou d'une autre et à régler cette question, encore une fois, d'une manière ou d'une autre. La même problématique s'applique à la Géorgie. La Géorgie, qui là, pour le coup, est limitrophe de la Russie, eh bien, elle comprend aussi que ces deux territoires que sont l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, et qui sont occupés par la Russie depuis de nombreuses années, eh bien, ce n'est pas une situation qui peut vraiment durer. De la même manière, la Russie, maintenant qu'elle est partie dans une guerre expansionniste, dans une guerre impérialiste en Ukraine, il n'y a pas non plus de raison qu'elle s'arrête à l'Ukraine et elle-même a envie de faire évoluer les statuts de ces régions occupées.
Donc voilà, cette répartition en 4 cours, en 4 sessions, qui permettra de s'intéresser à cette dimension des conflits gelés et au travers de ça, eh bien, de tous ces restes d'empire, comment dire, ces ultimes séquences de la décomposition de l'URSS ou de la recomposition de l'Empire russe, ce qui est aussi une éventualité à ne pas écarter. Et donc, un cours qui permettra eh bien, d'aborder le conflit entre l'Ukraine et la Russie d'un autre angle et justement d'aller un peu au-delà, des frontières ukrainiennes. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour cette présentation. Alors, pour les personnes qui sont en présence, est-ce que vous avez des questions à poser à Sébastien Gobet? Il y a toutes des questions. Monsieur Pesson. Comment est la vie quotidienne en Ukraine, puisque Alors, on demande comment est la vie quotidienne en Ukraine. Est-ce qu'on sent qu'on bouge dans un pays en guerre? Est-ce qu'on sent qu'on est dans un pays en guerre? Oui, mais alors la vie quotidienne en Ukraine, elle est vivable, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, elle est plus ou moins normale. C'est aussi ça qui, qui peut être étrange à expliquer et qui peut être étrange à vivre au quotidien. Les bars, les restaurants fonctionnent, les écoles fonctionnent, les tramways circulent et ainsi de suite. Mais simplement, à un moment donné, il peut y avoir une alarme aérienne et il peut y avoir un missile qui peut tomber. Donc, sans mauvais jeu de mots, il y a un côté roulette russe sur la vie en Ukraine. Les Ukrainiens se sont adaptés à cette situation, ils se sont habitués, puisqu'il s'avère qu'on peut s'habituer à tout. Et ils croient, dur comme fer, à la victoire. Ça, c'est quelque chose que j'avais eu l'occasion donc, de bien expliquer à mes étudiants l'année dernière. Et ça se vérifie toujours maintenant. Mais voilà, tout ça maintenant s'accompagne d'une grande lassitude. Une grande lassitude et d'une certaine résignation par rapport au malheur de la guerre. On a environ 80% des Ukrainiens qui ont un proche qui est mort dans ce conflit ou qui connaissent quelqu'un qui est mort dans ce conflit. Évidemment, ça a aussi des répercussions économiques, ça a aussi des répercussions sur les infrastructures, ça a aussi des répercussions sur les transports, sur les voyages. Et donc, voilà, c'est très, très lourd, mais en même temps, on arrive à vivre. Et ça, donc juste un dernier élément de réponse, c'est quelque chose qui est vrai donc à Lviv, qui est cette grande ville de l'Ouest à 60 km de la frontière polonaise, donc, et à 800 km du front, donc qui est évidemment moins touché que d'autres endroits, mais c'est aussi vrai d'endroits, de villes qui sont beaucoup plus proches de la ligne de front. Moi, il y a 2 mois, j'étais à Kharkiv, qui là, pour le coup, est dans l'Est, à 30 km de la frontière russe. C'était très, très calme. Les terrasses étaient bondées. Les enfants jouaient dans les terrains de jeu. Mais voilà, on voyait que la ville avait beaucoup plus souffert. Donc voilà, il y a un côté imprévu, un côté roulette russe. Merci, Sébastien. Pour les personnes qui sont à distance et elles veulent intervenir, je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur la barre d'espacement de votre ordinateur ou réactiver le micro et pouvoir poser une question à M. Gobet. Voilà. Vous pouvez également intervenir. Monsieur? J'aurais voulu savoir si dans les films, vous avez aussi adopté
la position de la Biélorussie. Voilà, on demande si vous allez aborder la position de la Biélorussie dans le cadre de votre cours. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ça va faire partie du cadre général du premier cours et je parlerai aussi du Kazakhstan. Je parlerai aussi de la minorité russe au nord du Kazakhstan. Et donc voilà, qui permettra de vraiment bien dresser un panorama des conflits gelés, mais aussi des relations de la Russie à son étranger proche et des relations de l'étranger proche à la Russie. Y a-t-il une autre question en salle ou à distance? À distance, pour les personnes, vous devez appuyer sur la barre d'espacement, maintenir en français, le temps de poser votre question, et puis vous relâchez. Oui, le soutien à la population, est-ce qu'il y a un mouvement qui est plus que une résolution du conflit, ou bien toujours les Ukrainiens soutiennent actuellement le gouvernement russe pour poursuivre la lutte et donc de recherche, chasser les Russes? Est-ce qu'on s'oriente plutôt au sein de la population vers un apaisement ou bien la poursuite de la lutte? Voilà. En ça, on demande si la population ukrainienne est plutôt pour une recherche de résolution du conflit ou est-ce qu'elle soutient le président et le maintien de l'offensive? Ouais. Non, la population soutient le président, sachant que le président lui-même n'a jamais été, il n'a jamais été fermé à l'idée de négociation. C'est juste que à la fois lui, l'exécutif et la population dans son ensemble comprennent que des négociations dans ces circonstances et des négociations avec cette Russie-là ne mèneront pas à une paix durable et équitable. Et ça, on le voit depuis 2014 et on le voit aussi dans le cas des autres conflits gelés, donc en Moldavie et en Géorgie. Et c'est donc aussi ça l'intérêt du cours. Peut-être qu'ils vont être contraints à des négociations dans les mois qui viennent, puisque jusqu'à présent, en fait, le consensus a été d'attendre de voir les résultats de la contre-offensive. On en avait beaucoup parlé à partir du début 2023. On en avait beaucoup attendu. On s'imaginait qu'elle se traduirait par des résultats bien plus concrets et bien plus en profondeur. Mais voilà, maintenant, l'automne arrive et force est de constater que la contre-offensive a produit des effets très limités. Et donc, à partir de là, la stratégie militaire est à reconsidérer et peut donc déboucher sur la reprise de négociations. Mais encore une fois, l'essentiel de la population comprend bien que des négociations dans ces circonstances-ci et avec ce Kremlin-là, on a vu ce qu'ils ont fait à Wagner, on a vu ce qu'ils ont fait à Prigojine. Donc, alors que Vladimir Poutine avait, semble-t-il, donné sa parole à Prigojine, que tout irait bien. Donc, voilà, des négociations avec ce Kremlin-là, quand même, ne sont pas anodines. Mais voilà, il est fort possible qu'à cause de la situation militaire, il y ait un cycle diplomatique qui soit relancé. Monsieur. Quel est le degré d'implication de la Chine actuellement dans ce conflit? Est-ce qu'elle a plutôt intérêt à ce que ce conflit soit résolu pour des raisons économiques ou bien il y a un intérêt qu'on voit, disons, avec celui de Poutine? En salle, on demande quel est l'intérêt de la Chine aujourd'hui. L'implication, pardon. Est-ce qu'il y a un intérêt économique pour que le conflit cesse ou est-ce que la Chine a intérêt à ce que le conflit perdure?
La Chine a intérêt à ce que la Russie ne perde pas ce conflit ou en tout cas ne le perde pas trop brutalement. Je pense que c'est véritablement ça. Parce que, en fait, d'après ce qu'on comprend de la politique chinoise, de l'attitude chinoise, ils avaient intérêt à ce que le conflit ne commence pas en 2022. Le conflit a débuté, le conflit a été lancé. Et donc, à partir de là, eh bien, et la Chine, et l'Inde, et d'autres puissances régionales eh bien, se sont adaptés à cette situation. Maintenant, on voit qu'au bout de, eh bien, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 18 ou 19 mois de conflit. Les grandes puissances régionales ont reconfiguré leurs circuits commerciaux, ont trouvé des moyens de contourner les sanctions ou tout simplement de restructurer leur, leur commerce, pardon, et, et se sont inscrits dans le temps long. Se sont inscrits dans le temps long de ce conflit, mais aussi d'un affrontement plus global entre eh bien, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, l'Afrique du Sud et ce qu'on appelle un Occident collectif. Donc, pour l'instant, l'intérêt de la Chine, en fait, c'est vraiment de s'assurer que la Russie ne perde pas ce conflit, ou en tout cas ne le perde pas de manière trop brutale. Et que donc, un affaiblissement structurel de la Russie, en fait, n'affaiblisse par extension eh bien, la position de la Chine face aux États-Unis.